Ayant la population la plus jeune au monde, dont la moyenne d'âge est de 25 ans, l'Afrique reste au cœur des mutations économiques et démographiques majeures qui influencent les besoins en compétences. Sur le marché du travail, plus de 12 millions de jeunes font face à des difficultés d'insertion professionnelle. Entre compétences recherchées par les entreprises, les défis de la formation, la question de l'emploi reste au cœur des préoccupations sur le continent. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Africa Newsroom qui traite justement de la formation professionnelle, levier du développement, avec nos invités Roger Bango, promoteur de Ma Cité sans chômeur, projet visant à réduire le chômage par la formation et l'insertion professionnelle. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Bertin Douoli, directeur du Centre d'encadrement et d'appui au métier. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction sur l'adéquation de l'offre d'emploi et on se retrouve juste après. La question du capital humain s'impose comme un levier central de performance économique et sociale en Afrique, où plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Dans un contexte marqué par les mutations du marché de l'emploi, les États et les entreprises réorientent leur stratégie vers la formation, la qualification et l'employabilité des jeunes. L'objectif est de faire du capital humain un pilier de croissance durable, capable de répondre aux exigences de compétitivité et d'innovation. Pour qu'une entreprise, pour qu'un pays fonctionne bien, il faut que des acteurs soient vraiment dans les meilleures conditions de travail. Et nous, à travers notre entreprise, c'est de faire en sorte que ces travailleurs se sentent bien d'abord au travail, parce qu'on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, nous essayons de créer un climat de travail serein, mais de convivialité. Malgré ce potentiel démographique, le continent reste confronté à des difficultés d'insertion professionnelle, avec un chômage des jeunes estimé à près de 20% en moyenne dans plusieurs pays. L'inadéquation entre les formations et les besoins réels du marché du travail freine l'absorption de cette main-d'œuvre jeune et dynamique. Les experts appellent à un renforcement des politiques de formation professionnelle et technique. Concernant l'employabilité en Afrique en général, je pense que le constat est un peu amer, on le voit. Et c'est tellement difficile qu'aujourd'hui les jeunes préfèrent s'adonner à ce qui peut-être est même un peu immoral pour qu'ils puissent avoir de quoi se prendre en charge. Et je pense qu'à ce niveau, il faut que nos dirigeants, nos autorités, que ce soit africaines et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, ils essaient encore de revoir la politique de l'employabilité. Ce que le gouvernement peut faire pour nous aider dans ce sens-là, c'est d'essayer de faire des stages pratiques pour les jeunes. Quand ils sont encore en cours de scolarité, ces stages pratiques-là, pour acquérir de l'expérience. Tu as fini, tu as ton BPC, tu peux faire 1 mois de stage dans quelque chose que tu acquiers et puis tu continues ton parcours. Face à ces défis, l'investissement dans les compétences apparaît comme une priorité stratégique. Chaque année, près de 12 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail en Afrique, accentuant la pression sur les systèmes économiques. Dans ce contexte, la valorisation du capital humain devient un levier essentiel pour soutenir la productivité, stimuler l'innovation et garantir une croissance durable. Plus de 12 millions de jeunes arrivant sur le marché du travail face aux critiques sur l'inadéquation entre diplômes et les besoins réels des entreprises. La formation professionnelle est-elle aujourd'hui une solution miracle? Monsieur Roger, selon vous? Merci, madame. Je dirais que oui. Je dirais que oui parce que après on a des exemples qu'on pourra citer plus tard. Mais sans formation professionnelle, vraiment, il est compliqué pour un pays de pouvoir se développer, de pouvoir créer la richesse locale, de pouvoir capter déjà même tout ce qui est revenu, tout ce qui est transformation et autres. Donc vraiment, ça, c'est oui. Oui, la formation reste le meilleur levier. Monsieur Bertin Douoli? Je ne passerai pas à côté, faut ensemble le pas, chose Roger. Effectivement, il faut une formation. Et quand on n'a pas la formation, il faut dire que, au-delà de mieux faire, nous sommes en train d'embourber la structure qui nous accueille. Il faut forcément à tout prix une formation pour que vraiment on puisse faire ce développement.
En Côte d'Ivoire, le secteur de la formation professionnelle s'appuie sur un réseau de 68 établissements publics et 6 structures d'encadrement et des programmes d'insertion majeurs. Selon vous, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau? Oui, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que là, il faut déjà féliciter le gouvernement et le ministère de l'enseignement technique et de l'apprentissage qui, depuis quelques années, est en train de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je crois que nous-mêmes faisons partie de ces structures privées-là qui accompagnent aussi les élèves dans tout ce qui est formation technique. Donc c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites, mais il y a encore énormément à faire. Voilà. Monsieur Bertin, on a le Fonds de développement de la formation professionnelle qui accompagne également plus de 16 000 entreprises partenaires sur la formation professionnelle. Est-ce que justement ça garantit pour vous un vrai emploi pour les apprenants? Dire que ça ne garantit pas, c'est faux. Il n'y a que le fonds de développement qui est mis sur pied depuis le temps des temps et qui est aux côtés même, j'allais dire, des fêtières, au niveau des fêtières, et qui œuvre beaucoup plus pour le perfectionnement. Mais bien au-delà, nous avons ces écoles-là qui sont là aujourd'hui, fruits même de beaucoup de privés, parce que l'État de Côte d'Ivoire même ne fonce pas trop là-dedans. Et moi, je crois que le fonds de développement devait vraiment appuyer ces entreprises-là à non seulement perfectionner ceux-mêmes qui sont en train de faire ce travail, et je crois que les résultats seront garantis. Il faut forcément vraiment qu'il y ait ce dosage-là au niveau du fonds et des entreprises. Et moi, je crois que pour ma part, nous serons en train d'aller vraiment vers l'adéquation même de la formation. Mais on sait que justement, selon les chiffres officiels, plus de 9 milliards ont été investis justement dans la formation professionnelle en Côte d'Ivoire notamment. Oui, mais comme Bertin l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a déjà des structures qui existent, qu'on ne va pas citer, hein, c'est des privés. Ces structures-là peuvent déjà, ils sont plus outillés, je vais dire, plus outillés que ces entreprises comme nous autres qui venons accompagner ces apprenants-là. Donc déjà, c'est vrai que le FDFP a fait beaucoup, a beaucoup aussi d'argent à investir, mais je pense qu'ils doivent reformuler l'accompagnement pour que ce soit beaucoup plus efficace. Voilà, ils ne sont pas sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, nous sommes au justement, corps à corps. À votre niveau, qu'est-ce qui est fait? Nous, à notre niveau, déjà, nous on accompagne déjà ceux qui ont déjà le métier, on essaie de les perfectionner. Ceux qui n'ont pas du tout, qui ne connaissent même pas du tout le métier, qui sortent de l'école ou bien qui sortent des quartiers précaires, on essaie de les accompagner, leur faire comprendre que ces métiers-là, non seulement ça peut nourrir ton homme, mais ça te redonne ta dignité. Donc c'est ce travail-là que nous faisons depuis un moment, avec aussi l'appui du FDFP. Hein. Moi, je suis aussi partenaire du FDFP. Donc il y a énormément de choses qu'ils font, il y a énormément aussi de choses qu'on fait, mais ça reste insuffisant. Voilà, n'oublions pas que, comme vous l'avez dit tantôt, hein, il y a 12 millions de jeunes qui viennent se sortent chaque année. Il faut qu'on puisse les capter, il faut qu'on puisse les former, il faut qu'on puisse les insérer. Donc c'est énormément de choses à faire. Bertin Doli, on pourrait dire, on forme pour qui? On forme pour quoi? Ben, on forme pour les employeurs, on forme pour les entreprises. Mais Roger le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire fait assez, mais il n'y a que quand même pas très longtemps, il y a ces écoles de formation professionnelle de seconde chance là aujourd'hui qui existent. Ben, le constat aussi, il est quand même amer. Un peu partout dans tous les autres pays du continent. Hein. Ah oui, parce que nous sommes sur la chaîne africaine. Et je crois que particulièrement, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où réellement nous avons vu ces écoles de deuxième chance. Ben, aujourd'hui, le monde est en mutation réelle. Et la formation aujourd'hui, il faudrait qu'elle réponde aux besoins même des entreprises. Ben, si aujourd'hui nous partons faire une formation, je suis du secteur de l'esthétique, en parlant de Lucas Champonnière, alors qu'il y a des l'hydra facial aujourd'hui, ben vraiment vous voyez que l'enfant, même quand il sort de cette formation, ben, c'est zéro. On ne sait même pas où il va. L'État aurait donc, j'allais dire, formé des personnes pour chômer. Et c'est en cela que vraiment nous les interpellons à regarder le besoin même des entrepreneurs, afin que vraiment ces personnes sorties de ces écoles-là soient quand même, j'allais dire, employables. Et si on dirait justement quel rôle les formations professionnelles peuvent jouer dans la réduction du chômage? C'est nous qui pouvons régler ce problème, en réalité. Est-ce que sur une échelle de 10, vous mettez la marge à 9 sur 10 ou à 5 sur 10? Non, à 9.
Je suis sérieux parce qu'après, je vais dire, c'est énormément de choses qu'on a pu regarder. Vous savez, la plupart des grands pays sont développés avec ce genre de programme. Voilà, on peut citer les États-Unis, on peut citer le Japon. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une bonne dynamique. Le réel problème, c'est de savoir tout ce qu'on va former, que ce soit dans le technique, que ce soit dans le général, on forme ces gens-là pour avoir quelle industrie. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire se lève, ou toute l'Afrique se lève pour dire que nous, on a réfléchi, on pense qu'on va fabriquer des véhicules made in Afrique, on va former nos ingénieurs, nos élèves, nos ingénieurs, nos mécaniciens à cela. Si on se lève, on dit, l'Afrique dit, bon, nous on a réfléchi, on pense que finalement, on va fabriquer des avions. C'est comme ça qu'on oriente la formation. Donc, dans le fond, il faut qu'on sache vers où on s'en va. Vers où on s'en va. Quand les États-Unis se lèvent en 58 pour dire qu'ils vont former des ingénieurs, pour fabriquer non seulement des armes et des fusils, pourquoi? Parce qu'ils vont en guerre. Parce qu'ils ont vu d'autres pays les dépasser. C'est pareil. Voilà. Aujourd'hui, on parle de fusées, eux parlent de fusées. Nous, on a d'autres réalités. Et donc, ces réalités-là, on doit regarder, cibler, savoir là où on va de façon claire. Et puis, nous tous, on se lance. Donc, c'est là que les fonds de l'État pourront servir. Voilà. Servir à former, en tout cas sur ce chemin, et puis aboutir à quelque chose d'assez factuel. À côté des fonds de l'État, il y a également ses partenaires, justement, notamment l'AFD qui a financé 5600 parcours d'apprentissage avec 42 établissements et 14 centres de formation construits, réhabilités et équipés sur l'ensemble du territoire en Côte d'Ivoire. Justement, pour vous, M. Bertin, est-ce que le rôle ici des centres de formation, est-ce que justement il est primordial? Bien sûr, le rôle des établissements, je vais dire, d'enseignement technique et formation professionnelle, c'est primordial. Et tout à l'heure d'entrée, nous l'avons dit, sans formation, vraiment, on ne peut pas avoir de qualification. Mais il faut dire que Roger a touché le problème tout à l'heure, pour dire que nous avons quand même de l'essentiel à suivre pour nous, pays africains. Pour nous, pays africains, nous parlons beaucoup plus aujourd'hui de l'alimentation, nous importons beaucoup. Et les formations à faire ici, est-ce que nous ne pouvons pas suivre, j'allais dire, un objectif vraiment direct? Je prends par exemple le simple. Moi, j'ai dit tout à l'heure, je suis dans la filière esthétique. Nous sommes en train d'importer. Et nous sommes en train de partir aujourd'hui à des choses peut-être qui ne sont pas utiles. Et pourtant, le taux de dépigmentation ici, il grimpe tous les années. Une politique mise en place, si nous ne pouvons pas du côté de l'esthétique, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'immobilier, former des personnes qui ont des qualités vraiment idoines pour faire face vraiment à notre développement. L'écart entre formation et compétences professionnelles en Afrique n'est pas qu'un simple problème d'éducation, mais également un défi structurel. Faut-il aujourd'hui repenser l'organisation du système éducatif, selon vous? Oui. Oui, sur quelle base? Il faut repenser. Non, sur nos objectifs, clairement. Et puis, il y a un pan souvent qui est aussi, je vais dire, assez complexe aussi. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, on aime bien tout ce qui est formation générale. Tu préfères dire que ton fils a un terminal, a un BPC, que de dire qu'il est électrotechnicien, qu'il est mécanicien, ingénieur. On préfère dire que le gars il a son bac. Donc quand le gars a fini d'avoir son BPC, son BTS, commerce, dernièrement il y a un qui est venu m'a dit qu'il a fait BTS banque. Bon, je dis ça veut dire quoi? Lui-même n'a pas pu bien m'expliquer. Quand on fait ce genre de formation et qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on veut atteindre, bon après, ça reste compliqué. Moi, il y a des jeunes donc comme après, on rend justement ces cas-là dans le chômage après. Oui, c'est clair. C'est clair. J'ai reçu combien? Près de 200 CV. Près de 200 CV dernièrement parce que je cherchais un responsable commercial et puis un commercial terrain. Mais je vous assure que j'ai fouillé 200 CV, il n'y a eu aucun. Aucun. Et je suis sérieux, aucun. Pourquoi? Parce que généralement, ils vont faire des formations qui ne sont pas complètes. Et puis donc, il part d'une autre formation, après, il retombe ici. Donc, finalement, le gars, il n'est pas formé. Et quand il vient sur le terrain, bon, il peut pas travailler. Il ne peut pas travailler. Donc, vraiment, il faut repenser le système. Il faut valoriser aussi, je vais dire, tout ce qui est métier, maçonnerie, électricité, couturier, tous ces métiers-là, parce que c'est ce qui crée de la richesse, c'est pas ailleurs.
Voilà, ce n'est pas les banquiers qui créent de l'argent, c'est le maçon qui crée de l'argent, c'est la vendeuse qui crée de l'argent, c'est le couturier qui crée de l'argent, c'est celui qui fabrique, qui vend, qui crée de l'argent. Après, derrière, la réflexion du système et tout ça, ça c'est autre chose. Mais ceux qui vont créer de la richesse locale en Afrique, c'est sur eux là qu'on doit se concentrer. Et est-ce que justement les familles doivent changer de mentalité dans ce sens? C'est-à-dire orienter les enfants sur, leurs enfants sur justement les métiers en quelque sorte d'avenir, on va dire. Quel est le rôle justement des parents c'est aussi, à ce niveau? C'est quand même un peu difficile, on va dire chez nous en Afrique. Beaucoup emmènent leurs enfants à l'école, comme on le dit, pour devenir un bureaucrate, pour devenir peut-être un directeur. Et nous voyons ces dernières années que des personnes même qui ont des bacs plus, qui sont même dans les masters, quand on prend le cas de cette dame qui a fait ce truc de Placali, par exemple, aujourd'hui à Abidjan, mais elle a des bacs plus, mais elle a vu que ce n'était pas son créneau. Et d'où, dans la restauration, voilà des possibilités. Aujourd'hui, elle impacte, et très fort même. Et à ce niveau-là, moi je crois que petit à petit, les parents comprendront. Et tout à l'heure, vous aviez dit, bon, pour moi, il faut vraiment intégrer, j'allais dire, le besoin des professionnels quand nous sommes en train de faire un curricula. Les curricula de formation aujourd'hui, madame, il faut dire qu'on n'associe peut-être pas les entrepreneurs, les entreprises, au module de formation même réel. Et si les formateurs, on va dire les entrepreneurs et les formateurs ensemble, ils vont déduire que voici ce dont nous avons réellement besoin. Aujourd'hui, on peut former un technicien au niveau de la couture. Mon ami Roger, il cherche depuis un temps, depuis longtemps, j'allais dire un maintenancier. Il n'en trouve pas. Il est obligé de faire autrement la maintenance de ses machines. Et pourtant, c'est un vivier si on mettait en place. Je prends le cas, par exemple, des nouveaux métiers qui arrivent aujourd'hui. Nous parlons, vous êtes une dame, hein, l'apparence, elle est toujours à soigner, hein, au niveau de l'extension de cils. Mais la prothésie ongulaire, c'est des nouveaux métiers qui sont en train de... C'est pas possible. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai une structure qui fait de l'accompagnement et de l'appui. Au-delà de Roger, je fais le placement, j'avais dit même de la main-d'œuvre ivoirienne dans la CEDEAO, au Mali, au Congo. On va parler même de Conakry et autres. Mais c'est parce que là-bas, il n'y en a pas. Et le besoin, il est demandé. Il peut être concentré ici, parce que là-bas, ils font beaucoup plus de commerce. Et ici, chaque année, vous avez dit tout à l'heure, 12 millions de jeunes frappent aux portes d'emploi. Ça, c'est ceux qui sont allés à la formation. Mais il y a le rejet. Ceux qui sont rejetés du système de formation aussi qui sont là. Le bac n'a pas marché, le BPC n'a pas marché. Donc vraiment, il faudrait que l'État s'asseye avec les entreprises pour réellement voir, surtout les ministères chargés de la formation, pour repenser ces curricula-là. Et aujourd'hui, en tant que recruteur, est-ce que vous privilégiez justement le savoir-être, notamment l'intelligence émotionnelle, le travail d'équipe, au savoir-faire? Bon, on va dire qu'on joint les deux, mais en réalité, je pense que tout ce qui est soft skill aujourd'hui est toujours mis en avant. Toujours. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la compétence seule ne suffit pas. Il ne suffit pas de savoir coudre ou bien de savoir être un bon qualiticien, non. Non. Moi, par exemple, j'ai un responsable qualité chez moi, mais je crois que c'est le troisième. C'est le troisième en l'espace d'un an. Parce que les autres, quand ils ne savent pas ce qu'on appelle soft skill, donc quand le gars, il vient, des gens que tu as trouvés qui sont là depuis 10, 15 ans, il leur parle comme si c'était des enfants, comme si ses enfants, il ne sait pas manager, le gars a des problèmes, il ne sait pas comment l'aborder. Et donc, aujourd'hui, j'ai dit toujours à mes assistants que tout ce qui est soft skill aujourd'hui est le premier truc à regarder sur le CV de celui que tu dois recruter. Donc, c'est hyper important. C'est clair qu'on ne va pas rejeter la compétence technique, hein, mais les soft skills, vraiment, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans soft skills. Et est-ce que la formation professionnelle est-elle outillée pour évaluer et enseigner ces aptitudes comportementales? Monsieur Bertin? Oh, non. Là, j'avoue, non. J'avoue, c'est vrai qu'il y a des inspecteurs de l'enseignement professionnel. Moi, je suis passé à des écoles de formation professionnelle,
Mais j'avoue que peut-être en 5 ans, on voit passer peut-être un seul inspecteur. Et le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être, vraiment, ce sont des choses très importantes qu'il faut inculquer à ces enfants-là. On travaille et puis bon, la main-d'œuvre c'est bien, mais le comportement fait fuir même la clientèle quelquefois. La réception d'un client, la prise en charge d'un client. Mais il faudrait que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de curricula, il faut vraiment des enseignants qui soient vraiment outillés à enseigner ces choses-là. Et les universités et centres de formation forment-ils suffisamment aux compétences recherchées par les entreprises ou pas? Non, pas vraiment. Je pense qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Hein. Mais sinon, mais en réalité, je pense qu'il y a quand même ça fait quoi, 2 ans que le ministère de l'Enseignement technique est en train de faire beaucoup de choses. Je crois que ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, oui. Il y a 4 lycées qui ont été inaugurés il n'y a pas longtemps. De BMP, je crois Jacquesville, et puis Boaké ou là. Et voilà, donc vraiment, ça nous donne de l'espoir. Voilà, donc on attend, nous aussi, comme je dis, je suis partenaire aussi du FDFP, donc on essaie d'accompagner tout ça pour pouvoir en tout cas former nos jeunes, les insérer et en tout cas rendre une Afrique, l'Afrique prospère. Alors, je vous invite à marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de l'émission, juste après la pub. Bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. Vous suivez Africa Newsroom et nous débattons justement de la formation professionnelle, levier du développement. Et nous abordons dans cette deuxième partie les stratégies pour renforcer l'adéquation formation-emploi face à l'évolution du marché du travail avec nos invités Roger Bongo et Bertin Douoli. Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction et on en discute juste après. Le 1er mai 2026, au boulevard du 20 mai à Yaoundé, au Cameroun, travailleurs et organisations syndicales ont massivement pris part au défilé commémorant la 140e Journée internationale du travail, célébrée sous le thème « Dialogue social et travail décent, facteur de paix, de cohésion nationale et de développement économique de l'entreprise ». À travers le pays, cette édition a été marquée par une forte mobilisation et une démonstration d'unité et de résilience, offrant à la fois une tribune pour mettre en lumière les acquis du monde du travail camerounais et une occasion de dresser un état des lieux des défis persistants auxquels les travailleurs demeurent confrontés. Je vous invite tous à faire de cette journée une occasion d'évaluation lucide avec sérénité, mais aussi de l'eau prolongée durant toute la vie, que ce soit un long moment de réflexion prospective sur l'avenir du travail d'aujourd'hui, du travail de demain dans notre pays. Les acteurs économiques ont par ailleurs souligné le poids prépondérant du secteur informel qui absorbe près de 90% de la population active et regroupe plus de 3,4 millions d'unités de production. Malgré une croissance économique projetée à 4,3%, cette prédominance de l'informel continue de soulever d'importants défis en matière de protection sociale et de stabilité des revenus. Dans ce contexte, des appels sur la nécessité de renforcer l'engagement au travail et d'en promouvoir une meilleure valorisation au sein de l'économie nationale ont été lancés. On doit d'abord aimer ce qu'on fait. Et c'est la raison pour laquelle UPA a mis le pins pour dire nous aimons ce que nous faisons et donc nous portons la charge du travail au niveau du cœur. La fête que nous célébrons en ce jour permet à l'employé d'être valorisé par son employeur. Notre grand patron fait des efforts pour pouvoir promouvoir l'activité de l'eau afin que chaque ménage puisse bénéficier de l'eau. Dans un contexte où le taux d'emploi des jeunes âgés de 15 à 34 ans est estimé à 39,3%, l'insertion professionnelle de cette frange de la population demeure l'un des principaux défis auxquels le pays est confronté. À travers diverses initiatives et stratégies, le Cameroun a ainsi créé 197 356 nouveaux emplois en 2025. Au boulevard du 20 mai à Yaoundé, les carrés des différentes entreprises témoignent de cette volonté affichée de recruter massivement les jeunes et de promouvoir des emplois décents dans un environnement économique marqué par un sous-emploi évalué à 70,6% de la population active selon l'Institut national de la statistique.
Bertin Douali, comme on vient de le suivre dans ce reportage, près de 200 000 nouveaux emplois créés en 2025 au Cameroun. Selon vous, quelle politique publique pourrait renforcer justement la création d'emplois durables dans les économies africaines? Je crois que le constat, il est là. Le chiffre parle de même, mais il faut dire honnêtement, il faut quand même essayer de remuer la tête et créer réellement de nouveaux emplois. Je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de certaines filières, des métiers sont méconnus. Des métiers qui sont méconnus. Desquels, par exemple? Je parle par exemple des métiers de la beauté, je veux dire, hein, au niveau de l'onglerie, par exemple. Il n'y a pas que la beauté. Ah oui, mais pour dire qu'il y en a plus dedans, et au niveau même de la construction. Au niveau même de la construction. Et moi, je crois qu'ici, en Afrique, nous sommes en pleine évolution au niveau même de la chose de l'immobilier. Et aller chercher des main-d'œuvre ailleurs, alors qu'ici même, moi, je crois que des gens qui font même du béton, des gens même qui font de la route, nous avons le BNet pour la Côte d'Ivoire et ailleurs d'autres, je crois qu'il y a des structures spécialisées pour faire les routes. Mais la main-d'œuvre nous vient quelquefois d'ailleurs. Et moi, si on voulait vraiment voir et identifier ces besoins-là et former par rapport à ça. Et ce que j'aimerais ajouter, est-ce que selon vous aujourd'hui, les formations qui sont suivies justement par les apprenants, est-ce que sur le terrain, est-ce que c'est ce qui est véritablement sur le terrain? On peut avoir par exemple un étudiant qui sort de l'école, qui a un CV qui est assez chargé, bourré, excusez-moi, mais sur le terrain, dans la pratique, est-ce que le constat y est? Quel constat fait-on? Effectivement, madame, vous faites bien de le dire. Hein. Nous recevons tous les jours des CV. Mais vous allez voir même que l'élaboration même de ces CV-là, l'enfant, il met carrément même les matières, les cours même qu'il a fait, hein, les cours même qu'il a fait. Alors que quand vous le mettez à une évaluation sur terrain, alors là, vous attrapez la tête. Effectivement, tout à l'heure, nous disions, il faut revoir, repenser le curricula de formation. Il faut adopter encore des stratégies pour mettre de nouveaux modules en place. Des modules qui rentrent réellement, j'allais dire, dans l'employabilité. Mais on ne va pas former à l'école et créer encore un taux de chômage agrandissant toutes les années, je veux dire. Et pour moi, il faudrait que l'État mette des structures qui sont là et qui existent même. Seulement que peut-être ces structures n'ont pas les moyens de faire l'inspection et tout. Quand je prends le ministère de la formation professionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, des inspecteurs de la formation professionnelle existent et par discipline. Mais ils ne passent même pas dans les écoles. Honnêtement, j'ai été formateur dans des écoles, j'ai vu ça. Donc pour moi, il faut repenser ces choses-là. Il n'y a pas que l'État, il y a le secteur privé aussi. Oui, au niveau du secteur privé, c'est eux-mêmes qui nous créent assez d'emplois aujourd'hui, le secteur privé. Et moi, je pensais même à un tutorat. Au niveau des tutorats, de telle sorte que, je l'ai dit plus haut ici, où les entreprises et la formation sont ensemble. Quand nous prenons des grandes écoles comme l'INPBH au niveau de Yamoussoukro concernant la Côte d'Ivoire, exactement pour la Côte d'Ivoire, vous allez voir que ceux-mêmes qui tirent ces jeunes-là, ce sont les dévanciers. Ce sont les dévanciers qui leur ouvrent des portes. Pour ne pas faire de publicité dans plein de structures ici, il faut dire qu'ils sont toujours bien assurés de leur travail parce que la technicité, elle est toujours transmise. Roger Bongo, quelle stratégie à mettre en place pour mieux préparer les jeunes justement sur le marché du travail? Oui. Bon, moi, en réalité, cette question, elle est transversale. Hein. Voilà, si on veut vraiment régler les choses, il faut qu'on commence par le début et qu'on aille à la fin. Vous savez, en réalité, on ne peut pas créer d'emploi si on n'a pas protégé l'Afrique de tout ce qui vient de l'extérieur. Et comment? Voilà, il est simple, il est vraiment très simple. J'ai écrit un livre il n'y a pas longtemps qui va sortir, où je disais que le développement durable est une aubaine pour l'Afrique. Pourquoi? Aujourd'hui, le monde est ouvert, le monde est un village planétaire, donc vous imaginez que n'importe qui, les Chinois, les Américains qui ont beaucoup de moyens viennent en Afrique, n'est-ce pas? Mais nous, en tant qu'entrepreneurs africains, est-ce qu'on arrive à s'implanter en Chine? On arrive à s'implanter au Canada ou en Europe? Est-ce qu'on arrive à le faire? Non. Si on n'arrive pas à le faire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on va rester toujours des petites entreprises de 10-15 personnes. Mais si nos gouvernements africains se réunissent, qui protègent le marché africain,
c'est alors là que les entreprises africaines vont pouvoir avoir non seulement de quoi faire. Quand tu es débordé, quand tu es débordé par tes clients, par tout ce que tu as à faire, tes services, tu fais quoi? Tu recrutes, n'est-ce pas? Mais si on forme que les entreprises sur le terrain n'ont pas besoin de main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne veux pas recruter des gens chez moi pour venir me regarder. Non. Non. Mais aujourd'hui, pourquoi chez moi j'ai un qualiticien? Pourquoi? Parce que je vise l'Europe. Parce qu'on me demande la traçabilité. Parce que j'arrive à avoir ce type de marché-là. Vous voyez? Mais je veux dire, les entrepreneurs africains ne sont pas outillés, on va dire, pour capter tous ces marchés. Mais c'est dû au fait aussi que, comme je dis, on ne protège pas nos marchés. On n'a pas besoin de former forcément des employés. Trouvons déjà, créons déjà le marché en lui-même. Je ne sais pas si je me fais suivre, si je me fais comprendre. Oui. Si l'Afrique est protégée, on a protégé notre précaré de tout ce qui est construction, vêtements, nourriture, tout ce qu'on peut faire ici, la pêche, l'agroalimentaire, tout ça, vous allez voir que les entreprises vont mieux se porter. Et si une entreprise se porte mieux, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recruter. Mais sinon, nous, on ne peut pas recruter, on ne recrute pas pour recruter. Aujourd'hui, la plupart des entreprises aujourd'hui sont en train de mettre la clé sur l'opération. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent à rien capter en Afrique. Quand les Occidentaux, quand d'autres pays viennent s'implanter en Afrique, ils sont exonérés de pas mal de choses. Pendant que nous, on croule sous le poids des impôts, de tout ce qui est charges sociales et autres. Et comment adapter en urgence les programmes de formation aux besoins réels du marché du travail actuel? C'est ce que j'ai dit tantôt. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut faire. Si on dit nous, par exemple, aujourd'hui, l'Afrique, on a quoi comme défi? C'est la construction, c'est la santé, c'est les nouvelles technologies. Aujourd'hui, l'IA, l'IA vient en force. Mais si on n'a pas investi, par exemple, dans la technologie, dans la construction, dans la santé, on investit dans quoi? Et selon l'Union africaine, les emplois liés justement, les emplois à compétences liés à l'innovation, c'est situé à 60% d'ici à l'horizon 2050. Merci. Donc, vous voyez que dans 5 ans, 10 ans, même ceux qui travaillent aujourd'hui risquent de perdre leur emploi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut adapter. On sait qu'aujourd'hui, l'IA, tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est développement durable, tout ça, c'est des choses qui sont sur la table. C'est là, c'est maintenant qu'on doit anticiper. Ce n'est pas demain. Si on n'aura que nos yeux pour regarder, on va faire les mêmes constats. Ce n'est pas possible. Là, ça suffit, quoi, à un moment donné. Bertin, je me tourne vers vous, justement. Quels sont ces modèles économiques là, les plus viables pour garantir un accès équitable à la formation professionnelle pour tous? Il faut dire, hein, Roger a touché la chose, il faut dire. Et honnêtement, la formation, c'est vraiment le début de tout pour pouvoir aller vraiment à ce développement. Ce n'est pas pour rien que nous parlons de levier du développement. Et je vais quand même toucher à quelque chose. Aujourd'hui, si je prends le cas de la couture, par exemple, combien de responsables ici portent même, je vais dire, les choses même locales? Combien ils sont? Combien sont ceux-là qui frisent, hein, qui aiment beaucoup plus le Lacoste qui vient d'ailleurs, qui aiment le Yves Saint Laurent qui vient d'ailleurs? Le faire, ces braves entrepreneurs qui entreprennent, pour ne pas me répéter, mais les ateliers de couture, quand ils vont tout faire, mais ça va rester. Ça va où? Si vraiment on ne met pas une politique même en place, de sorte à garantir non seulement ces entreprises-là, et garantir l'emploi même de ces jeunes qui sont venus. On va créer encore chaque année des taux de chômage. Et bon, à de grands discours, vous les voyez toujours en tenue, je veux dire, qui viennent de l'Occident, alors que je tire mon chapeau à nos parents du Burkina, qui prennent des résolutions et qui, je crois qu'il y a des conseils ministériels, carrément il faut s'habiller même en tenue de l'étoffe du pays. Et dans tous les pays, il y en existe. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y en existe. Au Burkina, il y en existe. Au Ghana, le président de la République, il est quelquefois dans le Kenté. Et moi, je crois qu'en faisant cela, ce type de démonstration, on va créer des plus-values. On sera en train de créer vraiment des industries, parce que c'est à ça qu'il faut que nous allions.
hein, de passer du stade d'un atelier de couture simple là, à l'industrialisation. Mais on ne pourra pas faire l'industrialisation tant que la personne n'est pas formée en conséquence. Aujourd'hui, faire la coupe par système assisté, Roger, il est bien parlé pour en parler, mais combien d'écoles de couture aujourd'hui ont vraiment ce matériel-là chez eux? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et quand bien même ils sortent et qu'ils vont peut-être dans certaines entreprises, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas eu de personnel formé à cela. D'où les besoins existent. Il faudrait que vraiment nous regardions ces côtés-là pour aller plus en avant. Et comment préparer les jeunes aux métiers de demain et aux évolutions du marché de l'emploi, selon vous? Moi, je crois que de temps en temps, quand même, hein, il faut réunir ces jeunes-là. Ils en font partout dans tous les pays africains, où on parle de la foi, de l'emploi, où des gens viennent parler des orientations. Dire, par exemple, que sur le marché aujourd'hui, voilà les filières dans lesquelles il faut vraiment s'orienter et créer les conditions idoines et mettre en place, j'allais dire, ces écoles de formation professionnelle. Bon. Tout à l'heure, vous m'avez parlé, je vous parle tout le temps de l'esthétique, mais on va en créer le besoin aujourd'hui. Il y en a combien qui vont y aller? Vous voyez? Mais au niveau du karité, en Côte d'Ivoire, il y en existe. Au Burkina, il y en existe. Le coton est partout. Mais aujourd'hui, c'est des pommades qui nous viennent d'ailleurs. D'où, réellement, de partir vers les écoles, sinon des symposiums, sinon des grandes rencontres pour expliquer aux enfants, voici ce dont pour lequel nous nous battons, voilà les directions que nous voulons que vous preniez, de sorte à rester ici en Côte d'Ivoire avec votre savoir. Ils sont tous en train d'aller, hein? Ils sont tous en train d'aller. Ils sont beaucoup en train de mourir dans la mer. Ils sont en train d'aller aujourd'hui à chose comme on appelle au Canada, parce que là-bas, il paraît que la population est vieillissante. Mais nous ici, nous sommes un continent jeune. Mais ils vont se courir là-bas. Parce que quoi? Pour construire des maisons ici, on va nous faire venir des prisonniers d'un autre pays qui viennent en compensation purger leur peine ici. Et ça existe. Voilà, madame. Roger, alors comment justement le manque de formation qualifiée, d'équipements modernes est décrié ici, comment moderniser le corps professoral? Bon, après, comme moi je dis toujours, il faut qu'on se simplifie la vie. Il y a des pays qui ont déjà fait ce parcours-là. Il faut qu'on fasse un benchmarking. Voilà. Tout à l'heure, Bertin est en train de parler du fait de comment est-ce qu'on va intéresser ces jeunes-là. Ça dit que si on décide qu'on veut faire, on veut orienter les jeunes, je dis n'importe quoi, dans la construction, comme aujourd'hui on construit beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est de mettre en valeur ces jeunes-là qui ont réussi dans la construction. C'est de mettre en valeur ces jeunes-là qui ont réussi dans la construction. Si on dit on veut créer des médecins ou des couturiers, voilà, moi je suis styliste, on va mettre en valeur des couturiers, qu'on va mettre en valeur, comment? Avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils gagnent réellement. Aujourd'hui, pourquoi nos enfants veulent jouer au foot depuis quand nous on jouait au foot, avant on nous frappait. Mais aujourd'hui, nous tous on sait combien Mbappé touche. Donc tout le monde est prêt à laisser son enfant partir. Donc valorisons ces métiers-là avec des chiffres à l'appui, un modèle de vie. Ces jeunes-là vont switcher tout de suite. Voilà, parce que je veux dire que l'Afrique n'a plus le temps de faire ces longs curricula, de faire des bacs plus, je ne sais quoi. Ça n'a pas d'importance. Allons vite, allons concret, pour que les gens puissent travailler, pour qu'on puisse créer des emplois, pour qu'on puisse fabriquer, créer des choses. C'est ce qui va sortir l'Afrique de... Et comment le faire? Comment le faire? C'est comme j'ai dit, valoriser les métiers-là. Et puis, je disais tantôt, est-ce qu'on sait où l'Afrique, c'est sur quoi l'Afrique veut s'orienter aujourd'hui? Effectivement, quels sont ces métiers, la clé? Ces métiers, la confection. Si aujourd'hui, vous prenez par exemple la Chine, le Bangladesh, tous ces pays asiatiques-là, c'est avec la confection qu'ils ont développé leur pays. Hein. Et dans la confection, le chemin est long. Voilà, ça veut dire que de la graine de coton à la veste que je porte, vous voyez, le circuit, il est très long. Donc c'est beaucoup d'emplois concrets là. Voilà, mais tout ça, il faut qu'on arrive à capter tout ça et puis intéresser tous ces jeunes-là à ça. Voilà, on a un événement en juillet, c'est dans 2 mois. Voilà, c'est dans des écoles de Dabou qu'on est en train de dire à ces jeunes-là qui sont encore à l'école, hein, voici ce que vous pouvez faire. À partir de l'école, vous pouvez le faire. Et puis après, capter, je vais dire, des jeunes, par exemple, qui sont intéressés par ce type de métier-là. Et puis aussi, comme on invite leurs parents, ils savent que, ah bon, si mon fils est responsable qualité chez un couturier, il peut avoir 500, 600 000. S'il est agent de méthode, il peut avoir 1 million. Quand ils comprennent ça, ils disent, ah bon, c'est dans la couture, on a tout ça. Ils disent oui.
Voilà. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut travailler. Justement, il y a un exemple, le sport-études. Vous voyez, je pense que cet exemple a été réussi quelque part. Donc, est-ce que il ne faudrait pas qu'on copie justement cet exemple, par exemple, école couture, bon, ça se fait déjà, ou école et d'autres métiers. École maçon, école... Merci. On nous aurait même dit qu'au Ghana, il y avait cette pratique-là où le matin, l'enfant il est à l'école et le soir, il est chez le couturier ou bien il est chez le garagiste et tout. Ça veut dire que c'est une formation duale. Une formation duale et dans son fondement même, l'Allemagne est vraiment pour ce type de formation. Nous avons GIZ ici en Côte d'Ivoire qui essaie de nous pousser dans ce type de formation. Mais au niveau de la formation professionnelle, dont j'ai parlé plus haut, et qui est l'école de la deuxième chance, il faudrait que l'État intègre ce système-là. Parce que le matériel, il faut l'avoir. Parce qu'on ne va pas former avec théorie, là où les enfants vont vraiment s'approprier un métier. Vous comprenez? Et la personne chez qui l'enfant va faire le stage, quelles sont les données qui font qu'on oriente à tel endroit? Parce qu'on l'emmène dans le gouffre, parce que là où il va faire même le stage, le monsieur même n'a même pas le minimum. On dira de façon à faire le bilan, bon, l'État de Côte d'Ivoire a fait ça, l'État du Mali a fait ça, l'État du Burkina a fait ça, mais dans le fond, est-ce qu'il y a eu cette volonté-là matérialisée? On va dire la volonté politique y est, mais quand on est à la pratique, c'est beaucoup plus ça. Et j'ai dit, le système du tutorat, et quand on est à l'école, j'ai fait une école qu'on appelle le Saint-Viateur par exemple, où les matins nous avons cours. Et les après-midi, nous sommes en train de faire de la musique et autres, mais la musique et autres là, si c'était remplacé par autre chose, de telle sorte que je vois que oui, les études ne sont pas en train d'avancer, mais je suis en train d'avancer beaucoup plus dans la technique même de pilotage peut-être d'un tricycle ou bien de la teinture. Et ça, c'est des choses qui vont nous faire quand même bondir d'un pas. Et de quelle manière les entreprises locales peuvent-elles être davantage impliquées dans la conception et le financement des formations, selon vous? Les entreprises locales, dans le financement. Madame, je vais vous dire, en même temps que nous sommes en train de faire la promotion de la formation professionnelle, je crois que Roger a touché un pan. Je prends la Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'au moins, il y a au moins 4 ou 5 écoles qui viennent de mettre la clé sur le paillasson. Parce que l'impôt, non. Je pouvais même les citer. Ces grandes écoles qui étaient vraiment des écoles d'avant-garde. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est les écoles qui forment aujourd'hui à 2 mois sur les réseaux. Et d'où le rejet même là. Ces enfants qui viennent travailler, c'est dans l'à peu près. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le CV, il sera mentionné beaucoup de choses et peu de choses sont sues par ces personnes-là de façon matérielle. D'où pour moi, sincèrement, l'État doit quand même travailler beaucoup plus avec ces entreprises et puis mieux mettre en place des commissions ou bien des cellules d'inspection, on va dire au niveau même de l'esthétique. Les spa managers, nous n'en avons pas ici. On n'en forme pas ici. Et pourtant, le Burkina recrute ici, le Mali recrute ici. Et si ici on n'en forme pas et qu'on recrute de l'autre côté, c'est une parente qu'on met au devant. Elle n'a pas la technicité, elle n'est pas formée pour ça, elle n'est pas outillée. Et vous voyez du coup que vraiment on est en train de faire de la mauvaise, on emprunte le mauvais chemin. Il faudrait que les deux entités travaillent ensemble. Merci. Roger, comment la formation professionnelle peut-elle anticiper les nouveaux métiers liés au développement durable et au numérique? Déjà, c'est nous qui devons en avant-garde, c'est clair, parce que déjà, moi dans mon métier, déjà, je pense que quand on parle de pollution, la confection fait partie des plus grands pollueurs. Quand on parle d'innovation aussi, il y a énormément d'innovation à faire dans le domaine de la mode. Aujourd'hui, on parle de tissu intelligent, on parle de fil intelligent, tout ça. Donc, il veut dire que c'est des secteurs où on peut capter toutes ces choses-là, comme je dis. Le secteur de la... En tout cas, nous, notre secteur, c'est un secteur qui capte énormément de compétences. Voilà, c'est juste que, comme Bertin le disait tantôt, après, on n'a pas ces compétences-là ici.
Voilà, soit le gars va se former au Maroc, va se former en France. Donc, du coup, quand ils finissent là-bas, ils ne viennent pas forcément en Afrique. Ils vont exploiter ces compétences-là. Mais nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est déjà nous mettre à niveau, nous, en tant que chefs d'entreprise. Et puis après, je pense que l'État va suivre. Parce qu'aussi, ne pensons pas que l'État peut tout faire. Voilà, ça aussi, il faut qu'on le comprenne. C'est à nous d'initier les choses, c'est à nous de se lancer. Et puis après, l'État viendra réguler ou nous accompagner dans ces choses-là. Et quelle est votre vision de la formation professionnelle à l'horizon 2030-2050 en Afrique? Oh, je ne dirais pas une vision, c'est mon souhait. Voilà, mon souhait, c'est que la formation professionnelle soit 80% et puis la formation générale 20%. Nous sommes en Afrique, nous avons des objectifs et on n'a pas le temps d'aller traîner sur les bancs. Bertin, ouais. votre vision? Et effectivement, comme Roger le dit, hein, tout à l'heure, c'est moi qui vous parlais de tutorat, c'est moi qui vous parlais de 80% en pratique, 20% théorie, parce qu'il faut accompagner tout cela. Et 3 années de formation basées carrément sur le volet théorique, l'enfant il sort, il n'est pas enseignant, il ne va pas enseigner. Il va pour... nous sommes du secteur de l'artisanat, nous autres. Et le secteur de l'artisanat absorbe une grande partie de la jeunesse africaine, le secteur de l'artisanat. On se croit que la formation qu'il faille, c'est une formation beaucoup plus responsabilisante, c'est de faire quand même beaucoup plus de pratique et moins de théorie. La théorie, mais il faut dire, c'est par niveau au moins, c'est par niveau. Parce qu'il y aura des agents de maîtrise, il y aura des personnes qui sont des gens de main-d'œuvre. Et à chaque palier, mais dans tous ces paliers-là, il faudrait que nous valorisons, nous mettons en pratique beaucoup plus en avant la formation duale. 80% pratique, 20% théorie. Bertin Douoli, directeur du Centre d'encadrement et d'appui au métier, merci d'avoir été parmi nous pour cette émission. Plaisir a été pour moi de participer à cette émission. Hein. On aurait voulu vraiment qu'il y ait d'autres types de représentants pour essayer de se donner des idées. Mais c'est pour l'Afrique que nous le faisons. Et moi particulièrement, je suis très heureux. Et peut-être qu'à la prochaine fois encore, le téléphone y reste ouvert. C'est nous. Roger Bongo, promoteur de Ma Cité sans chômeur, projet visant à réduire le chômage par la formation et l'insertion professionnelle. Merci d'avoir été parmi nous. Merci madame, merci aussi à Africa 24 qui donne une autre facette de l'Afrique, qui met l'Afrique en lumière et après ce qui est important, quoi, la formation. Donc vraiment merci, nous avons été heureux d'être là et puis bonne continuation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur l'application MyAfrica 24 et sur tous nos canaux de diffusion. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.